C'est parti pour la deuxième vidéo sur le cadre réglementaire de la télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque chronique. Nous allons aborder ensemble sur cette partie le processus de mise en place. Donc, nous allons aborder les sujets de prérequis administratifs et logistiques, les objectifs pour les patients, l'organisation, les enjeux d'organisation d'équipe, les limites de conformité et enfin tout ce qui concerne le circuit de facturation. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la déclaration de l'activité pour commencer, puis je vous propose un abécédaire que je vais essayer de composer A, B, C, D, E, F, G. Vous allez voir pour accompagner donc le bon patient en conformité, débrouiller les alertes en équipe, facturer et enfin gérer cette file active de patients qui est un sujet central en télésurveillance. Comment déclarer son activité de télésurveillance? Eh bien, vous allez faire comme tout à l'heure, aller sur votre moteur de recherche préféré et taper déclarer activité de télésurveillance. Tout simplement, vous faites entrer et à ce moment-là, vous allez tomber sur cette page santé.gouv.fr. Enfin, pas cette page, mais vous allez voir plusieurs éléments donc, où vous avez directement démarche numérique, vous voyez en premier là, ou santé.gouv.fr, consultez le guide opérateur qui va vous ramener sur le premier. Donc vous cliquez sur ce site démarche-numérique.gouv.fr et vous arrivez sur cette page que je vous ai mis en copie d'écran, déclarer ces activités par l'opérateur de télésurveillance. Il faut un compte France Connect et si vous n'en avez pas un, déjà de la démarche numérique, vous créez un compte sur démarche-numérique.gouv.fr. C'est la même plateforme sur laquelle vous allez devoir déclarer le protocole de coopération, enfin votre équipe, comme ayant adhéré au protocole de coopération. Donc, pour ces deux raisons-là, vous allez devoir vous créer un compte. Alors, quand je dis vous, c'est un membre de l'équipe, encadrement, direction ou un cardiologue ou vous, ISPIC, décidez à l'avance, mais une personne devra être le prête-nom avec une adresse générique ou personnelle, mais en tout cas durable, le plus possible pour pouvoir être contacté par l'ARS et la DGOS pour les enquêtes annuelles. Donc c'est très important de penser ces choses-là, je vous en avais parlé lors du premier jour. Allons-y pour l'abécédaire. Donc en premier lieu, A pour accompagner. L'accompagnement thérapeutique est un élément qui est devenu, dans le passage en droit commun, constitutif de la télésurveillance insuffisance cardiaque. Pour ceux qui ont connu ETAP, il y avait à ce moment-là deux forfaits distincts. D'un côté la télésurveillance médicale, de l'autre l'accompagnement thérapeutique. Les deux éléments ont été rassemblés dans cette idée que l'un ne va pas sans l'autre. On ne conçoit pas, on ne conçoit plus mener de la télésurveillance purement médicale auprès d'un patient insuffisant cardiaque sans considérer que, de facto, il y a un sujet d'accompagnement thérapeutique de ce même patient au travers des alertes avant ou après ou pendant. Donc, elle est constitutive. Je vous ai mis un fond vert dans la même logique que précédemment, c'est-à-dire que cette page que je vous ai copiée ici est dans la VHS qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus détaillée que dans l'arrêté où l'accompagnement thérapeutique est simplement nommé mais non décrit. Donc, si vous voulez la description de ce que c'est dans la VHS qu'il faut se rendre. Les notions inchangées depuis étape, c'est que c'est autant les patients que les aidants qui sont ciblés par cet accompagnement, que c'est différent de l'éducation thérapeutique en cela qu'il peut prendre des formes tout à fait différentes, etc. Pour autant, donc c'est-à-dire qu'il y a tout format possible, manière de s'y prendre, ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer 1 heure ou un atelier d'une demi-journée. C'est vous qui voyez comment vous organisez et ce qui vous convient et ce qui convient aux patients. Donc toutes les modalités sont possibles. Par contre, il y a quand même la notion d'un bilan initial et de compte-rendu, de traçabilité pour suivre cet accompagnement. Pas d'injonction de fréquence non plus, si ce n'est que autant que nécessaire pour que le patient évolue dans sa connaissance de la maladie et de sa prise en charge et les signes d'alerte, etc.
Il doit y avoir un effort particulier au début de la télésurveillance, en principal pour acquérir les composantes de cette télésurveillance et que le patient puisse adhérer, être observant et optimiser cette prise en charge. Autre notion intéressante et importante, c'est que si un médecin est seul, il doit l'assurer dans tous les cas, cet accompagnement thérapeutique, mais il peut aussi faire appel à un tiers. Un tiers, donc ça peut être une infirmière, une association, etc. Et il peut y avoir une convention de rémunération entre eux, avec un document qui est existant aussi sur le site du ministère, si vous avez besoin de contracter une telle convention avec un tiers. Mais vu que vous êtes des ISPIC, a priori, c'est vous qui allez faire l'accompagnement thérapeutique. Voilà. Cette partie. Le bon patient maintenant, B comme bon patient. Repérer donc les indications pertinentes. C'est vraiment une question importante à se poser, qui peut paraître évidente, mais que je constate qui est finalement flottante, où on ne se repose pas forcément toujours les questions pour chaque patient, ou pour un même patient à chaque étape de sa prise en charge. Donc, c'est quoi le bon patient? C'est très précocement, le plus précocement possible pour éviter les décompensations. D'accord? Au retour à domicile après une hospitalisation, pour avoir une surveillance donc dite dynamique. Encore une fois, là, c'est fond vert, donc HAS, si vous voulez retrouver ces textes-là. Je vous ai mis les pages à chaque fois, page 4-5. Favoriser l'adhésion au traitement. Donc, par exemple, ça peut être la seule raison, c'est-à-dire que le patient a des difficultés d'observance avec son traitement parce que ne comprenant pas bien les signes de sa pathologie, etc. Et auquel cas, la télésurveillance va être une manière de lui apprendre à comprendre les mécanismes et le fonctionnement de ces médicaments. Anticiper les adaptations thérapeutiques donc qu'il puisse voir comment, en agissant précocement, on évite l'hospitalisation. Faciliter aussi les échanges, ou tout simplement un patient isolé géographiquement où c'est difficile de se déplacer, et donc ça peut être une raison nécessaire et suffisante pour inclure un patient en télésurveillance. Donc, en tout cas, posez-vous bien quel est l'objectif ou quels sont les objectifs visés en priorité pour ce patient en particulier. Et au renouvellement, vous posez la question, du coup, est-ce que ceux ou ces objectifs ont été atteints? S'ils restent toujours d'actualité, est-ce qu'il faut en fixer d'autres? Ou est-ce qu'ils n'ont pas été, s'ils n'ont pas été atteints, on les reconduit, mais avec quelle idée pour faire en sorte qu'ils soient atteints? Sinon, peut-être que c'est des objectifs non atteignables, tout simplement. Et auquel cas, renouveler ne servira pas à grand-chose. Il faut arrêter dans ce cas-là. Donc, décider d'inclure, une fois qu'on a vu que, a priori, il y avait les prérequis. Donc, il faut vérifier quand même l'éligibilité et la faisabilité. Donc, c'est bien un patient insuffisant cardiaque chronique avec un diagnostic qui a été posé. Il a été informé et il est d'accord, c'est-à-dire qu'on a recueilli son consentement. Il est capable de monter sur une balance, c'est-à-dire de tenir debout. Il est capable, s'il y a besoin, de saisir des éléments cliniques, ou que ce soit sous forme de formulaire ou quoi que ce soit. En tout cas, il est capable d'utiliser l'outil. Il va falloir compléter des fiches de prestataires, le plus souvent sur les plateformes directement aujourd'hui. En tout cas, il faut penser à remplir ces fiches d'inclusion pour le prestataire de télésurveillance, donc votre industriel avec lequel vous travaillez. Définir enfin donc ses objectifs, la durée, et rédiger cette prescription de télésurveillance en indiquant la durée. Et l'opérateur. Vous indiquez télésurveillance pour monsieur Intel, avec telle solution de télésurveillance pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois étant le maximum. Les documents d'information de recueil de consentement et les courriers aux correspondants sont à actualiser, je le mets en rouge, au vu des différentes législations qui se sont succédées. Des fois, il y a des vieux documents. Et en tout cas, je vous rappelle que un consentement recueilli de façon après une information éclairée, c'est de l'oral et de l'écrit. Donc, je vous invite à utiliser des plaquettes d'information
pour le patient, pour les aidants et aussi pour les correspondants qui ne connaissent pas forcément tous ces enjeux, l'intérêt et ce que vous visez par cette télésurveillance spécialisée. C'est comme conformité de la prescription. Donc cette conformité, je vous ai parlé de la durée, minimum 1 mois, maximum 6 mois. Elle peut être renouvelée, mais ce n'est pas l'idée de la renouveler toute la vie. Donc en moyenne, en France, là, c'est plutôt 11-12 mois, la moyenne de télésurveillance insuffisance cardiaque, des patients ayant besoin de plus que 6 mois pour intégrer, comprendre et acquérir de l'autonomie dans leur prise en charge. Sur la prescription, donc, vous allez spécifier quel est le prestataire, donc quelle solution, quel DMN vous allez utiliser, et qui assure la télésurveillance. Est-ce que c'est une équipe et c'est donc vous tous en tant qu'équipe? Est-ce que c'est un médecin en particulier? Qui va faire l'accompagnement thérapeutique? Qui va assurer l'accompagnement thérapeutique? Si jamais c'est un tiers, il faut le préciser sur l'ordonnance de votre télésurveillance. Le consentement est tracé dans le dossier médical. Donc je rappelle la traçabilité, nous y reviendrons un peu plus tard, mais elle est écrite simplement par exemple dans le compte-rendu, en disant que le patient a été informé de ta, et donc a consenti à être télésurveillé pendant 6 mois par exemple. Rappeler, et c'est vraiment écrit en rouge, je crois que j'y reviens aussi plus tard, mais ce n'est pas une prise en charge d'urgence et ça doit être très clair pour le patient que la télésurveillance ne fonctionne pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et donc être très clair sur ce qu'il doit faire en cas d'urgence en dehors des heures ouvrables, de vos heures ouvrables, et donc le SAMU ou les urgences proches de chez lui. À chaque renouvellement, il faudra vérifier si le patient a toujours les critères. Donc je ne les détaille pas parce que vous allez revenir en pratique avec les cours suivants. Mais on vérifie à chaque renouvellement, ce n'est pas les critères du premier jour qui suffisent pour toute la vie. Donc à chaque fois que vous refaites une ordonnance, il faut vérifier si le patient a toujours les critères de NYHA, de NT-proBNP ou de sortie récente d'hospitalisation pour décompensation cardiaque. Le contenu de la prescription, je vous l'ai indiqué, je le remets ici. Donc l'accompagnement thérapeutique est inclus de fait. La durée est à préciser de 1 à 6 mois, sachant que le premier mois est une période d'essai. Donc vous pouvez mettre dans ces cas-là une période d'essai de 1 mois, puis 5 mois de télésurveillance. Puisque la période d'essai, s'il n'est pas observant à moins de 50%, alors il convient d'arrêter la télésurveillance. De la même façon, au bout de 2 mois, avec une observance médiocre de moins de 50%, la règle est d'arrêter la télésurveillance. Sous-entendu que vous avez renforcé l'accompagnement thérapeutique et que vous l'avez appelé plein de fois. Je vous ai dit qu'elle était renouvelable et donc ne pas oublier la traçabilité. Et de prévoir les modalités de transmission correspondance, c'est-à-dire compte-rendu ou courrier, papier, numérique, MS Santé, logiciel interstructure, etc. Il faut y penser comment vous communiquez avec tous vos correspondants et les correspondants des patients. D comme déontologie éthique. Donc l'objet, c'est de surveiller les symptômes. La saisie, elle peut être, je vous ai dit, manuelle ou automatique. Il est recommandé qu'elle soit automatique pour avoir tout simplement un chiffre sûr et fiable, notamment du poids. Donc c'est recommandé par la Haute Autorité de Santé. La fréquence, elle est recommandée, elle est indiquée même, d'être quotidienne. Donc le poids doit être remonté quotidiennement. Pour avoir des alertes qui doivent être surveillées 2 fois par semaine minimum, bi-hebdomadaire. Donc, si le patient se pèse 1 ou 2 fois par semaine, de facto, l'alerte qui est en général composée d'un cumul d'une évolution du poids sur plusieurs jours, si vous avez qu'un poids ou 2, difficile d'avoir une alerte tout à fait pertinente. Donc, c'est 2 fois par semaine les alertes à surveiller et le poids, lui, doit remonter tous les jours ou tous les 2 jours, en tout cas de façon très régulière, dans le cas de l'insuffisance cardiaque.
Le signalement en cas de suspicion de décompensation cardiaque débutante et la non-transmission sont deux modalités d'alerte. Donc, où le patient est en train de sonner parce qu'il y a une décompensation, ou alors parce qu'il n'a pas transmis ses données. C'est une obligation désormais réglementaire que ces alertes ne puissent être chantées ni l'une ni l'autre. Donc attention, parfois il y a les solutions proposent de chanter ces alertes pour des raisons simples qu'entre l'inclusion notamment et la première pesée, il peut se passer parfois 24-48 heures. Donc essayez de gérer au mieux le moment du démarrage de la télésurveillance pour que ce soit effectif dès le début et non pas qu'il y ait cette problématique sur 2 ou 3 jours où il y a des remontées d'alerte de non-transmission de données qui sont en fait finalement des fausses alertes puisque le patient n'est pas en capacité d'utiliser son matériel correctement, par exemple parce qu'il a eu la balance mais il n'est pas encore chez lui ou des choses comme ça. Le médecin en charge de la télésurveillance donc, va interpréter ces alertes. Après une consultation, une téléconsultation, donc il y a un contact. On ne change pas une prescription, si je le dis c'est parce que ça c'est déjà vu, entendu et fait. Le patient, en aucun cas le patient doit recevoir une ordonnance de modification de traitement suite à une alerte sans avoir eu un échange au minimum téléphonique pour comprendre ce qu'il se passe. Le taux d'observance, je vous ai dit, c'est 50% requis et s'il est inférieur à 50% pendant 2 mois, vous devez arrêter la télésurveillance. Comme équipe et partenariat. Alors, qui peut faire quoi? Très important. Donc là, fond bleu, c'est dans votre arrêté du 22 juin là, 2023, votre cahier des charges. Donc, ce qui ne peut pas être confié, c'est l'inclusion et la surveillance. En aucun cas, on peut confier ça à un tiers. En tout cas, le médecin télésurveillant ne peut pas le confier à un tiers. D'accord? Ce qui peut être confié, c'est le rappel des pesées, l'accompagnement thérapeutique et le préfiltrage. C'est-à-dire le préfiltrage, c'est savoir si la donnée est fiable. Est-ce que c'est bien le poids du patient? Parce que ça a sonné en alerte et on vérifie si c'est bien le monsieur insuffisant cardiaque qui s'est pesé et pas sa femme. Est-ce qu'il s'est pesé comme d'habitude? Par exemple, après avoir été uriné le matin au réveil ou cette fois il s'est pesé avant et c'est pour ça que le poids n'est pas le même, etc., etc. Ça peut être confié. Une fois que l'alerte elle est avérée, c'est-à-dire qu'on est sûr que c'est une alerte et que ce n'est pas des erreurs de données, de remontée de données, les données sont bien les bonnes données, et que ça sonne en alerte, alors on parle de filtrage, le fameux filtrage médical dont je vous ai parlé. Donc je l'ai mis en rouge parce que ça c'est non transmissible à un tiers, c'est un acte médical. Par dérogation, vous les explique, c'est cet acte-là que vous allez faire aussi. Donc filtrage, c'est qualifier l'alerte. Est-ce qu'elle est grave, pas grave, urgente, pas urgente? Est-ce qu'il va falloir agir ou pas? Donc traitement ou non-action, continuité de la surveillance, contrôle, et on vérifie dans 2-3 jours comment ça évolue. Et donc la surveillance. Comme facturation, 3 arrêtés qui précisent cette histoire de facturation. Je vous ai mis 3-4 diapositives là-dessus, qui sont des sujets souvent de grandes questions. Donc, les arrêtés précisent les indications pour lesquelles la télésurveillance est autorisée, les conditions de cette prise en charge, la notion de forfait technique et de forfait opérateur. Donc, il y a 2 forfaits en parallèle, le vôtre, entre guillemets, équipe opératrice de télésurveillance, et l'industriel ou les industriels vont recevoir leur forfait qui est dit technique pour la fourniture du matériel. Donc, la sécurité sociale, de façon claire, va payer en parallèle, vous, équipe de télésurveillance, et de l'autre côté, les exploitants. La périodicité de la facturation, nous en avons parlé. Il y a un code qui correspond au DMN et qui permet d'identifier ce fournisseur de solutions. Donc, il doit y avoir une identification de cet exploitant, etc. Les mentions qui doivent figurer sur l'ordonnance, je vous les ai données, mais donc si elles ne figurent pas, ça compromet le remboursement par les caisses primaires d'assurance maladie. Et la périodicité qui doit aussi être fiable et dans les règles. Et enfin, périodicité pour la révision des tarifs qui va arriver en juin 2026 et donc à surveiller annuellement. Tout entre avril, en fait autour d'avril, c'est là qu'est revu potentiellement le niveau des forfaits pour notamment le forfait technique.
Ça, c'est tous les ans aux environs d'avril, et pour le forfait opérateur, ce sera en juin. Forfait donc opérateur qui nous concerne, il y a ce qu'on appelle le forfait socle. Le forfait socle pour la télésurveillance insuffisance cardiaque, c'est ce qui est écrit ici, là devant vous, niveau 2, 28 €. Le niveau 1, ça concerne la télérythmologie, 11 € par mois. Donc nous sommes niveau 2, comme le diabète, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance respiratoire chronique, niveau 2. C'est dans l'arrêté du 22 juin qu'on voit cette référence au niveau 2. C'est écrit, comme vous le voyez là, tarif du forfait opérateur de niveau 2 défini à l'arrêté du 16 juin 2023. Voilà comment les textes résonnent entre eux. Donc niveau 2, renouvelable, c'est écrit ici, et donc ce niveau 2, c'est 28 €. Il y a des forfaits de majoration qui ont été rajoutés en décembre 2023, et donc c'est écrit forfait majoré de niveau 1 et de niveau 2. On va évoluer, vous allez voir, j'espère que ça va se clarifier pour vous. Donc, les forfaits de majoration qui peuvent être attribués, c'est en fonction de critères, bien entendu, de sévérité. Donc, vous les avez là écrits en tout petit, vous avez une diapositive après qui clarifie autrement cela sous forme de schéma. Donc, il y a des conditions d'âge et de comorbidité en principal. De syndromes cardio-rénaux, d'insuffisance martiale, etc. Et un point important à retenir ici pour la majoration, c'est que dans tous les cas, même si le patient est toujours grave, sévère, particulièrement complexe, et bien entendu toujours aussi âgé avec ses comorbidités, la majoration dans tous les cas s'arrête au bout de 12 mois. Dans cette idée aussi que la télésurveillance ne devrait pas durer plus de 12 mois. Mais dans tout cas, le forfait, si jamais vous renouvelez un patient au-delà d'une fois, donc c'est-à-dire plus d'un an, vous retombez au forfait socle de 28 €, quoi qu'il arrive. Donc en pratique, voilà cette diapo qui résume. Le premier niveau, c'est le patient, pour raisonner de façon concrète, le patient qui sort d'hospitalisation. Tout simplement, il est au minimum niveau socle TVB 28 €. TVB, c'est la lettre clé que vous allez saisir dans vos machines locales pour facturer la télésurveillance, pour coder plus exactement la télésurveillance et la valoriser. Donc TVB, 28 €. Si le patient a été hospitalisé, pas tout de suite, mais dans l'année, un peu plus tôt, qu'il est revenu en consultation, qu'il a toujours son NYHA2 et qu'il a des NT pro-BNP supérieurs à 1000 strictement, alors vous pouvez aussi l'entrer en télésurveillance, et auquel cas on est au niveau socle. Deuxième question à se poser, le patient vient juste de sortir d'hospitalisation, tout juste là, tout frais, que ce soit en hospice complète ou HDJ, mais pour décompensation cardiaque. Il est sorti pour décompensation cardiaque. Et il vient juste de sortir. À ce moment-là, vous êtes directement en TVB 2. Donc c'est quand même un cas extrêmement fréquent pour vous, en général. En tout cas, ceux qui sont en hospitalier, c'est le cas le plus courant. Donc ils sont TVB 2. Troisième niveau, qui est en fait la majoration niveau 2, c'est un forfait à 70 €, et donc là, il y a des conditions de pathologie qui s'ajoutent. Donc, où le patient a eu un choc cardiogénique dans les 6 mois. Il est inscrit sur liste d'attente pour transplantation cardiaque. Il a un syndrome cardio-rénal avancé et donc en attente de dialyse. Il est toujours avec une NYHA 4 malgré un traitement optimisé, important. Ou malheureusement, il peut cumuler, il a une cardiomyopathie restrictive, amylose, pour le plus souvent des cas qu'on retrouve, et il sort d'hospitalisation. Donc à ce moment-là, vous allez directement en niveau 2. Quatrième possibilité, qui arrive ou sur le niveau intermédiaire ou le plus haut niveau, c'est en fonction de l'âge. Donc si le patient a plus ou moins de 80 ans avec 1, 2 ou 3 comorbidités, vous voyez ici en bleu ou en rouge, ça ne donne pas les mêmes forfaits, donc il y a une gymnastique mentale à avoir. Ces comorbidités sont le cancer,
mais avec une notion de radiothérapie ou un traitement qui est en cours. L'insuffisance rénale chronique avec une condition de DFG inférieure à 45, l'anémie sévère avec une condition d'hémoglobine inférieure à 10, la carence martiale avec la condition qu'elle nécessite au moment de l'inclusion une supplémentation qui est en cours, qui est en train de se faire. Dernière objet de comorbidité reconnu, la dénutrition sévère. Et donc, je vous renvoie vers les définitions de ce que c'est qu'une dénutrition sévère ou l'objectivation d'une dénutrition. Taux de remboursement, ce que je veux vous dire ici, c'est que le patient, le taux de remboursement de la sécurité sociale est prévu à 40%. Les patients insuffisants cardiaques sont en général en ALD 5, déclarés avec une ALD 5, donc affection de longue durée. Cette prise si c'est le cas, et normalement c'est le cas, ils sont pris en charge à 100%, donc pas de souci. Mais s'ils n'ont pas l'ALD 5 pour X raison, alors ils vont devoir payer le ticket modérateur de 40%. Et il faut penser à leur dire, ça peut être pris en charge par la mutuelle, et ce ticket modérateur est valable pour les forfaits dont je viens de vous parler du côté opérateur, mais aussi la facture va lui arriver de l'exploitant fournisseur de la solution de télésurveillance. Donc c'est important qu'il le sache, ça fait une centaine d'euros quand même à payer. J'ai comme gérer les besoins, arrêter ou suspendre ou renouveler, c'est la question à vous poser pour gérer et le parcours du patient et votre file active au sens global. Puisque si vous gardez tous vos patients, il y a un moment donné où vous n'allez plus pouvoir accepter les nouveaux patients qui en ont le plus besoin. Donc il y a cette gymnastique individuelle et collective qu'il faut tenir de bout en bout de votre activité. Donc doit être interrompue la télésurveillance, je vous ai dit, en l'absence d'une utilisation effective suffisante, et peut être interrompue ou suspendue si contrainte personnelle ou le patient simplement veut arrêter la télésurveillance. Bien entendu, il arrête à tout moment en vous prévenant autant que possible. Je vous ai mis en fond vert puisque c'est dans la Haute Autorité de Santé et la Vie que vous retrouvez ces éléments. S'il y a une consultation spécifique au renouvellement de la télésurveillance, elle fait partie du forfait télésurveillance, donc elle ne se facture pas en plus. Les consultations en cas d'alerte pour vérifier l'état de santé du patient, c'est des consultations externes classiques. Par contre, le renouvellement de la télésurveillance, en aucun cas, ne doit faire l'objet d'une déclaration de consultation médicale en soi. Pour tester vos connaissances, je vais vous proposer, comme habituellement, un quiz en fin de chapitre sur ce cadre de l'activité de télésurveillance. Nous avons fini pour cette partie et nous allons donc aller vers la dernière partie du cadre réglementaire de la télésurveillance pour situer les risques et les points de vigilance. Rendez-vous sur la 3e vidéo.